Léonard de Vinci est-il l'architecte de Chambord? Depuis plus d'un siècle, les historiens cherchent à répondre à cette question. L'analyse des carnets de Léonard et celle des archives de Chambord n'apportent aucune réponse satisfaisante. Les historiens sont de plus en plus nombreux à croire que l'on ne saura sans doute jamais. Jusqu'à ce qu'en 2018, un guide conférencier élabore une nouvelle théorie et apporte une lueur d'espoir. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Fabrice Marais, guide conférencier dans les châteaux de la Loire depuis l'an 2000. Je propose mes services en français, en anglais, en allemand pour la visite des châteaux de la Loire. Et je suis l'auteur d'une toute nouvelle théorie qui concerne le château de Chambord et qui vous propose de redécouvrir complètement ce monument avec un regard entièrement différent. Alors, vous l'avez compris, et peut-être que si vous faites partie des gens qui ont eu le privilège de visiter le château de Chambord, eh bien, vous avez peut-être compris qu'il y a deux écoles. Il y a d'un côté les historiens qui pensent que Léonard de Vinci est l'architecte de Chambord, et puis de l'autre, on a des historiens qui pensent plutôt que ce serait quelqu'un d'autre, peut-être Dominique de Cortone ou François Ier lui-même, qui, de toute façon, a dirigé les travaux et qui serait l'architecte de Chambord. Alors, qui est l'architecte de Chambord? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui, et je vais vous proposer cette nouvelle théorie dont je suis l'auteur, la théorie du Saint Jean-Baptiste. Quand je commence à décrypter vraiment chaque concept qui va décrire, chaque idée qui va décrire le Saint Jean-Baptiste, eh bien, je vais en arriver à des points de concordance qui existent entre le tableau et le château. J'ai la chance de bien connaître Léonard de Vinci, j'ai la chance surtout de très bien connaître le château de Chambord. Vous imaginez, quand on est guide depuis près de 20 ans dans le château, on finit par bien le connaître. Et donc je me suis dit, c'est vraiment très étonnant parce qu'il y a plus d'une dizaine, une bonne douzaine de points de concordance entre ce tableau et ce château. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est un peu farfelu comme idée, mais quand vous réfléchissez, vous allez vous apercevoir que c'est l'entière vérité. Petit exemple, premier exemple que je vais vous donner, on va feuilleter ce livre, qui est la base un petit peu, parmi tous les livres que j'ai lus sur Chambord, c'est la base que j'ai utilisée, livre qui s'intitule Chambord, l'œuvre ultime de Léonard de Vinci, point d'interrogation. Et donc écrit par Jean-Sylvain Cailloux et Dominique Hofbauer. Donc ce livre sur Chambord, publié assez récemment, a une introduction. Une introduction, plus exactement un avant-propos, écrit par Jean de Sonville, qui est le directeur général du domaine national de Chambord. Et donc Jean de Sonville écrit cette phrase donc, dans les premières lignes donc, de cet ouvrage, et il écrit « Son plan en croix grecque, au centre de laquelle trône un escalier monumental à double révolution, invitant le visiteur à s'élever vers une tour-lanterne. » Ah, un escalier monumental à double révolution, vous savez, le fameux escalier à double vis, à deux rampes qui sont enroulées l'une sur l'autre, qui nous invite à l'élévation. C'est assez étonnant, parce que j'ai toujours eu exactement la même idée. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de guides qui sont dans mon cas. Chambord, c'est une invitation à l'élévation. Et tiens, qu'est-ce que c'est que ce tableau de Léonard de Vinci? C'est justement une invitation à l'élévation. On aura donc un point de concordance entre le tableau et le château. Alors c'est vrai que c'est pas grand-chose, un point de concordance, mais si on continue l'enquête criminelle, là on ne cherche pas un criminel, un coupable, un meurtrier, mais on cherche quelqu'un qui va créer quelque chose, bien au contraire, qui va ériger un monument, on va trouver beaucoup de points de concordance, une bonne dizaine ou plus, ce qui fait que selon la police scientifique française, quand on trouve 12 points de concordance entre une empreinte digitale d'un auteur et voilà, une trace que l'on va voir sur un lieu particulier, eh bien on va dire que
la vérité scientifique nous dit que, la police judiciaire nous dit que, eh bien, que la présence dans les lieux de cette personne est attestée. Donc je me suis amusé à ce jeu-là, à ce petit jeu-là. Et donc, voilà. Et alors, premier point de concordance, l'élévation. Deuxième point, il y en a beaucoup d'autres. Deuxième point, on pourrait dire, bien que ce ne soit pas très, très apparent sur le tableau Léonard, mais en arrière-plan, il y a la croix du Christ. Et la croix du Christ, on va retrouver la croix du Christ, bien sûr, dans le plan du château de Chambord. C'est la croix grecque que l'on retrouve aussi dans d'autres tableaux de Léonard de Vinci, ou en tout cas pas à l'époque. Et donc, voilà, donc la croix du Christ est présente. Donc il y a deux éléments. Troisième élément, qui est central, qui est essentiel à Chambord, c'est la lumière. Alors bien sûr, dans le tableau, la lumière est un thème essentiel, on le comprend tout de suite, c'est un jeu sur l'ombre et la lumière, ce tableau. La lumière, c'est essentiel dans la Bible également. Le Saint Jean-Baptiste, on le désigne comme le précurseur. On le désigne aussi comme le témoin de la lumière. Il n'est pas la lumière elle-même, qui serait plutôt celle du Christ, ou de Dieu, mais il est le témoin de l'existence du Christ. Et c'est lui qui va nous montrer le chemin vers le royaume des cieux, vers Dieu. C'est lui qui va nous mener, comme un prophète, qui va nous mener vers le Christ. Donc la lumière est essentielle. Elle est essentielle dans le tableau, elle est essentielle aussi au château de Chambord. Pourquoi ? Parce qu'au cœur du château de Chambord, on a un puits de lumière. Un puits de lumière. Et ce puits de lumière va mener à la tour-lanterne. La lanterne, le puits de lumière, on voit bien que, là encore, la lumière qui est au cœur, qui est au centre, et du tableau et du château, c'est encore un point de concordance. Alors, on a la lumière, on a la croix, on a l'invitation à élévation, ça fait déjà 3 points de concordance. Combien de châteaux et de tableaux connaissez-vous qui ont au moins 3 points de concordance? Il n'y en a déjà pas beaucoup. Eh bien, on va en compter encore d'autres, et encore beaucoup d'autres. Alors, autre voilà, chose très 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 intéressante, quand on lit la description, par exemple sur le site internet du Louvre, le Louvre.fr, sur internet ou dans de nombreux ouvrages, on va évoquer ce qu'on appelle la gracieuse spirale. La gracieuse spirale qui décrit le tableau du Saint Jean-Baptiste. Parce que le Saint Jean-Baptiste, il ne nous dit pas de monter comme ceci. Il a un mouvement très particulier, et j'allais dire très léonardien. On nous invite à l'élévation, mais l'élévation, ça se fait un peu comme si on nous invitait dans une danse, n'est-ce pas ? On nous invite à tourner, à tournoyer, et c'est dans cette spirale que nous invite donc le Saint Jean-Baptiste. Une élévation, mais dans une spirale. Ah, tiens donc, c'est vrai que les escaliers à la mode, à la Renaissance, par exemple à Azel-Rideau ou à Chenonceau, l'escalier que l'on a retrouvé, par exemple, dans les plans, parfois même de Léonard de Vinci, mais aussi dans les plans d'autres architectes, c'est souvent des escaliers à rampe droite, très en vogue. Mais là, pas du tout. Pour que ça colle exactement au tableau, eh bien, comme par hasard, on a une spirale qui s'élève. Alors on va dire, bon, il y a une spirale, il y a une croix, il y a la lumière qui est au centre. Ça commence à faire quelques points communs, quelques concordances qui sont pour le moins intéressantes, voire troublantes. Je ne vais pas vous énumérer tous les points de concordance entre le château et le tableau dans cette vidéo. Je pense que pour ça, il faudra assister à mes conférences, qu'il faudra aussi lire mes publications dans la Gazette des Châteaux de la Loire, le numéro 1, dans le numéro 2, je donne encore plus de détails, et bien sûr dans mes visites guidées et dans mes conférences. Vous commencez à comprendre les choses. Vous allez me dire, mais oui, mais Fabrice, qu'est-ce qui nous dit que François Ier, quand il dirige les travaux, il a fait sienne la philosophie, la vision du monde qui s'exprime dans ce tableau?
c'est une idée un peu étrange. On n'a aucun document qui va dans ce sens. Vous délirez un petit peu, là, monsieur Marais. Oui, c'est vrai. Alors, je ne suis pas historien-chercheur. J'élabore une théorie qui révolutionne complètement toute la vision que nous avons et de Chambord et même de Léonard de Vinci, toute la compréhension même de la pensée du roi François Ier. Donc ça remet tout en cause, sauf que, ben voilà, il y a des éléments qui vont dans le sens de cette théorie. Je ne me serais pas permis de monopoliser ce temps de cerveau disponible, surtout sur Internet, où il y a beaucoup de choses déjà un peu étranges quand même, hein, sur le web. Donc, si je n'avais eu effectivement connaissance d'un autre tableau. Alors vous savez bien sûr que Léonard de Vinci, dans ses bagages, il emporte avec lui la Joconde, ce tableau, donc la Sainte-Anne. Voilà, par le montage, j'espère vous montrer la Sainte-Anne telle que je l'ai découverte au Louvre encore récemment au cours de la superbe exposition, et puis le Saint-Jean-Baptiste. Donc les trois tableaux, Joconde, Sainte-Anne et Saint-Jean-Baptiste, aujourd'hui au Louvre, eh bien on pense que ces trois tableaux ont été achetés en 1518, juste avant la construction de Chambord par le roi François Ier. Ce qui est vraiment étonnant aussi, c'est que, eh bien, il y a un troisième tableau, cette fois-ci peint par Jean Clouet. Ce tableau n'est pas au Louvre, c'est le portrait de Saint-Jean-Baptiste, le portrait de François Ier en Saint-Jean-Baptiste, et ce portrait s'inspire visiblement du tableau peint par Léonard de Vinci. Donc ce tableau a été commandé, voulu en 1518, hein, parce que là, c'est écrit sur le tableau en question, François Ier est âgé de 24 ans, donc tout est écrit. Et donc François Ier est peint en Saint-Jean-Baptiste par Jean Clouet, dans un tableau qui s'inspire de celui de Léonard de Vinci. Alors, ça c'est vraiment, vraiment étonnant. François Ier achète le Saint-Jean-Baptiste de Léonard. Alors déjà, il débourse une petite fortune pour ce tableau, avec les deux autres. Et puis, ensuite, il commande à son portraitiste français un portrait de lui-même, le roi de France, en Saint-Jean-Baptiste, sous-entendu comme le Saint-Jean-Baptiste de Léonard. Waouh! Alors, ça n'a étonné personne, ça n'étonne personne. Mais en philosophie, on m'a appris qu'il fallait s'étonner de ce qui n'étonne personne. Eh bien, moi, je m'étonne du fait que François Ier ait voulu se faire représenter en Saint-Jean-Baptiste. Voilà. Donc, cela va bien évidemment dans le sens de la théorie que je propose. Alors, je ne vais pas vous donner tous les éléments de la théorie en question. Je voulais simplement éveiller la curiosité des visiteurs de Chambord, la curiosité des passionnés de Léonard de Vinci, et vous dire à toutes et à tous, que vous soyez historien-chercheur, que vous soyez simple curieux, visiteur des châteaux ou admirateur de Léonard de Vinci, je crois qu'on a jusqu'à présent largement sous-estimé l'importance du Saint-Jean-Baptiste dans l'œuvre de Léonard de Vinci. Pour ma part, plus j'ai réfléchi à la question, plus j'ai lu des choses sur la question, plus j'ai creusé, et plus j'ai eu l'impression que Léonard de Vinci avait condensé toute sa pensée, toute sa philosophie, toute sa vision du monde en une seule et unique image, qui est celle que vous voyez juste là, et qui est le sujet de ma conférence. L'élévation spirituelle, c'est celle vraiment de cet humanisme de la Renaissance. Voilà. On pourrait en parler pendant des heures. J'espère que cette théorie ne sera pas oubliée. Elle a été évoquée dans une émission il y a quelques mois maintenant, hein, Échappée belle, sur Chambord et Léonard de Vinci. Donc il y a près de 2 millions de personnes qui ont entendu parler très très brièvement, en quelques secondes, 30 secondes, 1 minute 30 à peine, de cette théorie. J'ai donné
Donc avant la pandémie, voilà, près de 7 ou 8 conférences sur le sujet, plus les visites guidées. Si vous pensez qu'il y a quelque chose d'intéressant dans tout ça, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, donc le site dont je suis le créateur, châteaudelaloire.fr. Envoyez-moi des messages, partagez surtout cette vidéo, voilà, et vous ferez en sorte que cette théorie ne soit pas oubliée des chercheurs et des historiens, parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose que nous avons ignoré jusqu'à présent, quelque chose qui serait resté dans les ténèbres de l'ignorance et qu'il serait bien voilà, de garder un petit peu à l'esprit et peut-être mettre en lumière. Voilà, donc je vous remercie infiniment de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et puis qu'elle vous donnera envie d'en savoir un peu plus sur le sujet. Je vous dis à très bientôt. Donc, c'était un message de Fabrice Marais, guide conférencier, créateur du site châteaudelaloire.fr, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.